Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Donc Cyril Lébar, je suis chargé de mission pour la région Sud. Et voilà, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux dans le cadre de notre programmation 2022-2023 à ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation que nous avons intitulé Seconde Première Générale, choisir ses spécialités en fonction de son projet post-bac. Donc voilà, une nouvelle étape structurante qui sera abordée aujourd'hui. Alors très brièvement, quelques mots en guise d'introduction, donc avant d'aborder ce sujet, tout simplement pour vous rappeler que dans le cadre de sa compétence et de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère et les services académiques, ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne, que nous avons donc baptisé les mercredis de l'orientation, des rendez-vous qui visent donc à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, en tout et pour tout, nous avons programmé une douzaine de webinaires qui se sont tenus entre novembre 2022 et s'achèveront fin mai 2023. Webinaires qui visent donc plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation. D'autre part, de répondre au mieux à vos attentes et questions pour que cette période soit le mieux vécue possible. Vous rappelez également que ces webinaires se veulent complémentaires du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN et les CIO. Complémentaires également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs. Je citerai les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont proposés sur le site orientationregionsud.fr, mais aussi les outils qui sont accessibles sur ce même site. Je vous mettrai le lien également dans les commentaires, tels que les fiches métiers, le recensement des salons que j'évoquais, la plateforme téléphonique et de conseil, le GPS de l'orientation Carte au Sud. J'en oublie certainement. Et vous précisez également donc, que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion. Nous les ferons remonter en cours de webinaire. Et puis, vous rappelez également qu'à titre indicatif, que si vous souhaitez revenir sur des points qui sont évoqués durant ce temps en direct, sachez que ces webinaires seront accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. Je vous remercie. Je laisse la parole à Karine et nos intervenantes et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenantes autour du sujet qui nous occupe aujourd'hui, seconde première générale, choisir ses spécialités en fonction de son projet post-bac. Donc, je salue à la fois Marie Delvigne, qui est directrice du CIO de Cavaillon. Bonjour. Marie-Claude Bonal, proviseure du lycée Val-de-Durance à Pertuis. Bonjour à tous. Et Marilyn Tardivel, qui est inspectrice de l'Éducation nationale chargée de l'information et de l'orientation au sein de l'Académie Aix-Marseille. Bonjour à tous. L'objectif qui nous occupe aujourd'hui, c'est non pas une information précise et détaillée sur chacune des spécialités sur lesquelles vous allez avoir, vos enfants vont avoir à se positionner et à faire leur choix dans un premier temps en seconde, puis en première, parce qu'il y a beaucoup d'outils précis pour vous donner ces informations. Mais précisément, c'est éclairer à la fois finalement toutes vos ressources pour vous donner ces informations sur ces spécialités et surtout poser la question du choix, des enjeux et des modalités de ce choix. Je passe d'abord la parole à Marie Delvigne, qui va pouvoir un peu nous expliquer finalement ces éléments de contexte sur ces spécialités et ce nouveau bac, qui n'est plus tout à fait nouveau. Merci. Bienvenue à tous. Alors, en avant-propos, je voudrais simplement rappeler la notion de progressivité du parcours qui se construit au lycée. C'est quelque chose qui est assez nouveau, justement, avec ce nouveau bac. Ça change un petit peu l'orientation et la façon de réfléchir le post-bac et cette entrée dans le lycée et dans les choix qui s'y font. Car avec cette notion de progressivité et de construction du parcours, viennent également la notion de temporalité, l'exploration et le dialogue. Et cette notion de temporalité, j'insiste un petit peu dessus parce que les élèves les ados qui sont entrés en classe de seconde en septembre, anciens élèves de troisième, on leur a parlé énormément d'orientation toute l'année de troisième. Pour certains, l'arrivée au lycée, c'était le bandeau finish pour certains, comme s'ils avaient eu à faire un 400 mètres et tout fiers. Et ils arrivent au lycée et on leur demande à nouveau de se projeter, de parler d'avenir et d'orientation. Et finalement, on leur dit non, mais ton 400 mètres et c'est sympa, mais il y a un marathon qui t'attend. Donc, il y a un temps pour se poser au lycée.
Et il y a un temps, évidemment, d'accompagnement. Et on peut rencontrer des élèves qui vont être dans l'évitement, le déni ou l'anxiété si on va trop vite dans cet accompagnement. Et ça, au niveau des équipes, ils y sont attentifs. Et c'est également avec votre rôle de parent et ce que vous allez pouvoir mettre en place autour d'eux, que vous allez pouvoir essayer d'avoir le meilleur dialogue possible avec eux et avec les équipes qui sont au niveau des lycées. Parce qu'au niveau, finalement, au niveau de la question de l'orientation, pour les lycéens, ce n'est pas leur préoccupation dominante. Au lycée, ils sont dans la découverte de soi, les pairs sont hyper importants et finalement, c'est plus pour eux une injonction institutionnelle qu'on vient leur plaquer à un moment donné où ils sont plus ou moins prêts pour y répondre et leur disponibilité n'est pas toujours, n'est pas toujours simple. Donc, dans les familles, ça peut être compliqué de discuter orientation. Je vois une question sur les STI2D. Le propos d'aujourd'hui, il va vraiment être centré sur la première générale et l'orientation vers la filière générale. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de donner quelques repères, quelques outils, des personnes ressources pour vous accompagner au mieux. Donc, la réforme du lycée, effectivement, elle a connu des aléas, elle se stabilise là. On a le retour des mathématiques en première qui va, à mon avis, être le dernier changement connu. L'enseignement supérieur également s'est adapté à cette nouvelle réforme et est de plus en plus clair aussi dans les attendus. Ils essayent d'être plus transparents, de donner plus, de communiquer plus sur justement la nouvelle structuration du bac et comment eux accueillent les élèves dans l'enseignement supérieur. Donc cette progressivité des choix, ça va permettre aux élèves de découvrir parfois des options de seconde, de faire un choix d'orientation entre bac général et bac technologique et de donner une coloration au bac général qui comptera pour 40% dans la note finale. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est important, mais ça reste, voilà, c'est un bac général. Donc, en première, les élèves vont avoir 3 spécialités qu'ils auront choisies parmi celles proposées dans leur lycée de secteur. Et donc, ce dernier va leur demander, certainement en ce moment-là, leur demande leurs intentions en ouvrant un peu sur 4 spécialités, souvent, pour pouvoir ajuster les triplettes, comme on dit. Parce qu'en France, il existe 13 spécialités, d'une façon générale. Certaines ne se font pas partout. On va avoir des spécialités qui n'existent qu'en établissement agricole, par exemple. Et puis, au niveau de ces spécialités, c'est tout un dialogue qui s'instaure au sein des équipes pour pouvoir guider au mieux. On a une note de la division de l'évaluation et des prospectives et performances qui est sortie le 6 mars, qui montrait que 6 spécialités étaient les plus choisies par l'ensemble des lycéens en France. Donc, on a quand même... la plupart des élèves trouvent leur chemin et on arrive à avancer vers une certaine sérénité au niveau du post-bac et avec ce qui existe sur le territoire et en face de chez soi. Donc après, je laisserai parler Madame Bonal aussi sur l'accompagnement et toute la phase de dialogue qu'il peut y avoir au cas par cas au niveau des familles et des équipes. Donc en terminale, les élèves vont garder 2 spécialités qu'ils veulent valoriser avec un coefficient qui va être plus grand puisqu'il sera de 16 sur 100. Et en première, les élèves vont passer de façon anticipée une épreuve de première. Donc, l'idée quand même, c'est que dans Parcoursup, on va prendre l'ensemble des 3 spécialités qui vont accompagner l'élève tout au long de sa scolarité. Moi, je ne parle pas d'abandon en fin de première, parce que c'est quand même choisir de donner plus de place à 2 enseignements de spécialité en terminale et passer, voilà, cette spécialité la 3e spécialité, on la passe en fin de première. La question qu'on pose souvent, c'est faut-il garder certaines spécialités à tout prix en ayant des toutes petites moyennes ou au contraire choisir autre chose et s'y épanouir? Il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense quand même qu'il faut, voilà, c'est toute une question de dialogue en première et avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir y répondre. Pas faire ça la veille pour le lendemain sur un coin de table en disant signe-moi ça là parce qu'on verra demain. D'abord, ça se discute. Ensuite, Madame Bonal en reparlera, on a aussi quand même le droit à l'erreur, mais ce n'est pas non plus en se décidant au dernier moment.
Marie, quand on préparait cette séquence, justement, on disait finalement il y a une tension entre choisir les spécialités dans lesquelles on est suffisamment bon ou solide, hein, parce qu'il y a quand même un coefficient, vous l'avez indiqué, sur le bac. Donc, ça permet aussi de réussir son bac, hein, puisque oui, tout compris, c'est presque la moitié des notes. Donc, on ne choisit pas ses spécialités. C'est pas une option, en fait, une spécialité. Non. Je pense que c'est important de bien faire le distinguo pour les parents. Il y a vraiment, il peut y avoir un petit peu confusion par rapport au système quand on y était, nous. Là, voilà, il y a spécialité, ce n'est pas la même chose qu'une option. Et en même temps, il y a besoin d'avoir une forme de cohérence quand même sur un projet. Et donc, c'est toute la tension entre la suite et puis maintenant. Voilà. Et je voulais faire un petit encart sur justement Parcoursup, parce que pour pouvoir savoir ce qui est attendu par la suite, Parcoursup est un outil intéressant. Je vais parler d'Horizon 21 aussi. Donc, dans la plateforme, elle n'est pas réservée aux élèves de terminale du mois de décembre au mois de mars. La plateforme, elle est bien ouverte à tous, tout public, 365 jours par an. Et les élèves et les parents de seconde et de première peuvent tout à fait aller explorer, aller être curieux et aller découvrir un petit peu quels sont les attendus, rechercher une formation. Et j'invite les parents à aller un peu fouiller dans Parcoursup de façon sereine avant la classe de terminale. On va avoir, dans rechercher une formation, des fiches formation où l'enseignement supérieur est justement un peu plus transparent, un peu plus explicite sur les spécialités attendues ou pas, et sur ce qui est important dans un dossier d'élèves de lycée, dans les choix et dans les sélections, les attendus. C'est ça que je voulais aussi dire, ce qui va aider au moment des choix de spécialité, de savoir, j'envisage tel type de formation, il me faut absolument telle ou telle spécialité, ou non, ils vont regarder quelque chose de plus global, la culture générale, la qualité de l'écrit, l'engagement, est-ce que les élèves sont délégués ou pas. Donc, ils vont prendre en compte plein de choses. Et donc, au niveau de Parcoursup, on prend bien les notes de première et les 2 premiers trimestres de terminale avec les appréciations, les intérêts, ce que l'élève a pu développer en dehors de sa scolarité ou autour, et les projets motivés. Voilà, donc toutes les spécialités comptent. Et c'est également… je voulais vous Marie dire… Oui. Juste pour compléter, je voudrais juste dire que Parcoursup, c'est effectivement un site remarquable et on n'a absolument pas besoin d'avoir un numéro d'élève, un compte, etc. C'est vraiment un outil d'information tout à fait complet. Et effectivement, pour compléter ce que tu dis, on s'aperçoit aussi que dans l'enseignement supérieur, on n'attend pas des profils restreints. Souvent sont affichés plusieurs enseignements de spécialité accueillis dans les formations. Voilà, c'était simplement… Oui, et c'est quand même finalement, c'est une plateforme qui va servir en terminale à rassembler les dossiers, enfin, rassembler les éléments pour candidater, mais finalement, dès la première et la seconde, ça vous sert de plateforme d'information nationale authentifiée, finalement, puisque ce sont les formations qui transmettent les éléments, donc c'est pas… J'allais dire, c'est même pas un journaliste qui raconte quelque chose. En l'occurrence, c'est beaucoup plus labellisé que ça. Et c'est finalement la formation qui exprime et qui dit quels sont les attendus pour réussir dans la formation. Donc, du coup, les parents, c'est vrai que c'est certainement l'outil qui va vous permettre de l'apprivoiser et de dédramatiser les choses. Et vous allez avoir, je crois qu'il y a une rubrique spécifique sur les critères. Donc là, vous allez consulter, musarder sur un certain nombre de formations et un certain nombre d'établissements, bien sûr, et vous aurez toutes les infos. Et vous avez aussi, je crois, des contacts. C'est ça. Donc, vous pouvez même prendre contact avec un responsable pédagogique de la formation, voire avec un étudiant tuteur. Enfin, franchement, c'est juste, ça n'a jamais été… si on avait eu ça à notre époque, si je puis dire, je pense qu'on aurait fait moins d'erreurs d'orientation peut-être. Donc, vous avez, et je rebondis en disant également, vous avez les journées portes ouvertes qui sont ouvertes à tous. Donc, par exemple, dans les écoles d'architecture dernièrement, il y avait des élèves de seconde, de première, et ça permet aussi d'entendre quels sont les profils attendus, comme tu le disais Marilyn, et de voir la diversité.
Et puis la cohérence, on reparlait de cohérence tout à l'heure dans un projet ou des projets. Autre lien, j'en parle tout de suite. Le site Horizon 21 est intéressant parce qu'en fait, ils partent des spécialités de seconde et de première et ils vous donnent quels sont les grands secteurs d'activité ou le type de formation qui vous sont ouverts derrière. Donc, ça permet aussi d'explorer, soit en partant des spécialités avec Horizon 21, soit en partant de Parcoursup quand on a déjà quelques notions sur l'enseignement supérieur pour approfondir. Donc ça, ce sont deux outils gratuits, publics, fiables, avec lesquels vous avez une bonne base pour pouvoir explorer. Ensuite, ce que je voulais également, pour revenir au propos, c'était comment fait-on quand notre enfant ne sait pas encore ce qu'il veut faire ou au contraire quand il sait déjà ce qu'il veut faire. Moi, je trouve qu'au niveau de l'après-bac, c'est quand même intéressant de savoir que ce n'est pas une destination unique avec un projet unique. C'est une espèce de sas, enfin, au niveau de la terminale, c'est une espèce de sas avec multiportes qui peuvent mener à des parcours différents pour atteindre un objectif potentiel qui sera réévalué de toute façon a posteriori une fois qu'on aura passé le cap. Donc, ça permet d'avoir quand même une certaine ouverture dans les projets, puisqu'il faut faire plusieurs vœux dans Parcoursup. Et donc, ça permet d'avoir la construction de parcours et de ne pas être complètement non plus cristallisé autour d'un seul projet. C'est intéressant de pouvoir ouvrir et de rester dans le dialogue, d'où cette notion de construction. Et ensuite, c'est comment fait-on ? Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment faire pour que le parcours soit le plus cohérent possible et le plus proche des besoins de mon enfant quand on est parent. Donc, 3 conseils, 3 mots qui reviennent souvent, c'est curiosité, rencontre et action. La curiosité, elle peut venir de vous, parents, et souvent elle vient de vous, parce que je dis que les ados n'ont pas tout à fait la même temporalité. Et finalement, vous pouvez aussi la susciter chez les enfants. Vous-même, vous allez avoir des réponses, donc ça peut aussi apaiser certains questionnements. Vous pouvez très bien rencontrer les équipes au niveau du lycée, aller aux portes ouvertes, rencontrer des professionnels, rencontrer des étudiants. Et c'est pas rare de voir des élèves, enfin des parents qui traînent leurs ados dans les portes ouvertes et finalement tout le monde revient content. Donc voilà, c'est une démarche intéressante. Et le fait que vous soyez curieux vous-même, à la fois curieux de ce qui se passe après le bac, mais aussi curieux de ce que vit votre enfant. Parce que voilà, on sait qu'ils peuvent parfois être beaucoup derrière ils ont leur monde. Mais s'y intéresser, c'est aussi leur permettre après peut-être d'exprimer plus facilement leurs intérêts, leurs qualités, ce que vous avez pu repérer dans leur vie de tous les jours. Et les adultes, on a un peu tendance autour à aller pointer ce qui manque, ce qui ne va pas, ou les marges de progrès, et finalement leur montrer, tiens, ça tu sais le faire, ça tu es capable de, regarde là, tu es intéressé par ça. Et ça va aussi les aider à un moment donné à faire des choix, à aller poser des questions, et quand ils vont devoir parler d'eux de façon positive dans Parcoursup, ils auront quelques billes en plus pour pouvoir le faire, et ça c'est utile. Après, c'est pas toujours simple, alors le but aussi c'est de ne pas faire ça seul. Et vous êtes entouré de professionnels, et surtout s'il y a une difficulté quelconque ou une question quelconque, il n'y a jamais de questions idiotes, n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit au lycée, que ce soit au CIO, que ce soit aux portes ouvertes. Multipliez les avis, multipliez les sources d'informations, ça vous permettra après d'avoir balisé le chemin de façon la plus fiable possible et puis de pouvoir, avec moins de pression, ne pas attendre la terminale, avec la première et la seconde, d'avoir pris le temps de faire les choses petit à petit. Et il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos besoins quand ça coince un peu, quand il y a besoin. Voilà, Madame Bonal leur dira, Madame Tardivel également. Ne restez pas tout seul face à vos questionnements. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour. Je crois qu'on va passer la parole à Madame Bonal de son point de vue de praticienne d'établissement finalement, mais au contact des familles et des parents, et sur cette partie finalement choix des spécialités, les conseils, comment ça se passe, et puis comment ça se passe finalement techniquement. Puis on a une petite question évidemment qui n'a pas manqué sur les mathématiques.
Et je vous laisserai, mesdames, le soin de répondre voilà, sur le choix des mathématiques. Si on ne choisit pas les maths parmi ces 3 spécialités en première, est-ce qu'on a la possibilité de faire une heure de maths en terminale? Précisément, je pense que on reprendra peut-être cette question en fin d'intervention. Marie-Claude, je vous laisse la parole. Vous aviez insisté quand on avait préparé ensemble sur à la fois la cohérence et le droit à l'erreur. Oui. Alors, je vous propose à tous de partir des inquiétudes des parents qui me sont exprimées dans les rencontres des parents de façon tout à fait concrète quand on est en présentation justement de l'orientation, préparant les vœux provisoires à formuler pour le 2e trimestre. Et donc, dans ces réunions, on a forcément des échanges de parents. Alors, je dirais de parents. Les parents qui viennent sont souvent des parents inquiets et parfois doublement inquiets quand les enfants sont pas inquiets du tout. Alors, on est dans l'empathie avec avec les parents et dans leurs inquiétudes. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est vraiment, pour commencer, de vous appuyer sur les accompagnements qui existent dans tous les établissements. Il a déjà été dit de ne pas rester tout seul. Il y a un professeur principal par classe. Il y a une psychologue ou un psychologue de l'éducation nationale dans chaque lycée. Il y a des chefs d'établissement aussi ou adjoints qui suivent les classes. Et on est tous, j'en suis sûre, j'en mets ma main à couper pour tous les établissements. Voilà, il y a des gens disponibles qui connaissent ça et qui peuvent en parler à la fois techniquement, mais aussi au plus près des élèves dont on parle, de chaque élève dont on parle, et de stratégie aussi. Ce n'est pas que technique. Il y a allié, à mon avis, le profil de l'élève et puis quelques stratégies de compréhension ou de penser déjà, si on me dit non à ça, qu'est-ce que je peux mettre, pourquoi on me dirait peut-être plus oui. Je rappelle qu'aux familles que vous devez être en train de voir au moment des conseils de classe la publication sur les bulletins trimestriels des conseils de classe, peut-être préciser que, on l'a pas dit je crois, que le conseil de classe statue sur la voie générale ou la voie technologique à la fin de la seconde. Ce qui se passe en commentaire sur le choix des spécialités, c'est de l'ordre du conseil. Pour être rapide en explication, il n'y a pas de commission d'appel académique sur les spécialités. Il y a des parents qui me demandent ça. Donc, le parent qui demande ou la famille qui demande une première générale, si l'accord du conseil est favorable, s'il y a un accord, il n'y a pas d'entretien de fin d'année sur un désaccord avec le chef d'établissement. Les choses vont se passer sur l'ordre du conseil. On donne des conseils. Mais la commission d'appel ne porte pas sur les spécialités. Marilyn, je pense que tu diras peut-être quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche dans les conseils? Alors, au 2e trimestre, les parents sont un peu stressés parce qu'on leur parle sur le principe de 3 spécialités. Or, les téléservices qui sont les plus pratiqués dans la plupart des établissements demandent au 2e trimestre 4 spécialités. En fait, le ministère a prévu dans la mise en place des téléservices un délai sur le 2e trimestre, un délai de réflexion, un délai de choix, un délai d'incertitude pour les parents sur éventuellement une hésitation entre 2 spécialités. Donc, il ne faut pas dramatiser, mais c'est vrai que ça ne nous aide pas toujours, et peut-être pas vous non plus, parce que on vous demande de sortir des triplettes que par ailleurs on vous présente comme l'offre de formation de l'établissement. Alors, dramatisez pas, on s'inquiète pas. En principe, on arrive très bien à trouver dans ce que vous saisissez quelle est la présupposée 4e spécialité que vous mettez en point d'interrogation, mais ça ne préjuge pas de la suite. Vous avez parlé tout à l'heure, Marie, vous avez parlé de progressivité. On prévoit, nous, sur le 3e trimestre, et je pense que c'est partout pareil, on part de ce que vous avez demandé au 2e trimestre, on répond au moment du 2e conseil de classe de l'année
par rapport à vos vœux. Et s'il y a discordance, on a tout le 3e trimestre pour en discuter. Donc, ça fait 3 mois quand même devant nous pour ajuster, pour réfléchir ensemble. S'il y a de gros écarts, on prend le temps qu'il faut individuellement, élève par élève. Ce que je vois aussi comme difficulté pour les parents, c'est de faire le tri entre les enseignements obligatoires, les spécialités et les enseignements facultatifs. Karine, vous avez tout à l'heure évoqué ces confusions possibles. Alors, quand on rentre en première générale, on a une partie incontournable, je vais dire vite, le français, l'histoire géo, les langues, le PS, l'enseignement scientifique, ça, vous pouvez, c'est pas au choix, c'est obligatoire. Vous avez de l'obligatoire, mais avec un choix, c'est les spécialités. Et puis, vous avez des enseignements facultatifs. Quand on dit facultatif, ça veut dire pas obligatoire, c'est en plus. Et on va rentrer un peu dans le détail pour vous éclairer là-dessus. J'espère que ça vous sera utile. Ce que je dis aux parents pour être simple et clair, les spécialités, c'est censé faire des spécialistes. Des spécialistes, ça veut dire beaucoup d'heures et gros coefficients. Et c'est censé avoir un rapport avec ce qui va se passer après. De là, notre recherche de cohérence. On va pas faire plein d'heures et de gros coefficients sur quelque chose qu'on n'aime pas ou sur lequel on est en difficulté. C'est une erreur fondamentale de stratégie et ça n'a pas de sens. Alors, je vais encore complexifier la chose, c'est que vous pouvez trouver dans les établissements, c'est le cas chez moi, des enseignements qui existent comme spécialité, avec gros coefficients et gros volume horaire, auxquels on peut ajouter dans la même veine un enseignement facultatif du même genre. Je vais donner un exemple. Chez moi, on peut avoir la spécialité arts plastiques et on peut ajouter aux arts plastiques 2 spécialités, l'enseignement facultatif d'arts plastiques. Ça peut être pareil pour langue de l'Antiquité. On peut le faire en option, en plus de le faire en spécialité. Alors, je vais être un petit peu plus précise. Marie Delvigne a dit tout à l'heure déjà un peu les coefficients. Les 2 disciplines, en gros, en première, on en choisit 3, qu'on appelle chez nous triplettes, mais je crois qu'on avait eu une commande institutionnelle forte du recteur sur le sujet, c'est de rentrer par un portail, c'est-à-dire une discipline, et on tire à côté, en 2e et en 3e spécialité, quelque chose qui a une cohérence. Ce trio, on l'appelle chez nous triplette, et je crois que dans beaucoup d'établissements, on dit triplette. C'est ces triplettes, l'ensemble de ces triplettes qui ont des cohérences déjà en amont, qui, comment je vais dire ça, qui organisent, qui témoignent de l'offre de formation du lycée où vos enfants sont. Et on vous demande de préciser un vœu de triplette, ou plusieurs triplettes éventuellement, qui restent dans l'offre de formation. Je pense que Mme Tardivel, inspectrice de l'information et de l'orientation, précisera que des spécialités qui n'existent pas dans l'établissement n'ouvrent pas un droit de dérogation, un droit juridique de dérogation. Voilà, donc je la laisse parler de ça, Marilyn, je suppose que tu vas le faire. Oui. Alors, coefficient 16 pour les 2 disciplines que l'on prend en première et que l'on garde en terminale. Il y en a une qu'on termine à la fin de la première. Celle-ci, elle a un coefficient 8. Et j'ajoute à ça que le grand oral en terminale, coefficient 10 en voie générale, porte sur les 2 spécialités qu'on a conservées. Donc, vous voyez la charge en matière de coefficient. Ça veut dire quand même qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on prend avec un impact très fort sur des chances d'obtenir le bac si on est très bon dans ces disciplines et si on n'est pas très bon dans les autres.
Mais quand on est moyen un peu partout ou avec quelques fragilités, il faut vraiment quand même choisir des choses réalistes. Alors, sur cette idée de choix, et là je parle un peu de stratégie, des élèves savent exactement ce qu'ils veulent faire après. Alors bien sûr, on a tout à gagner à ce qu'ils aient des spécialités où ils réussissent et qui ont un rapport avec ce projet. Mais beaucoup d'élèves, et je dis bien beaucoup, hein, donc ne vous inquiétez pas si votre enfant ne voit pas très clair sur ce qu'il veut faire après le bac. Il n'y a vraiment pas de souci. J'ai des élèves en terminale qui ne le savent pas. Alors, on ne va pas trop s'inquiéter. Je conseillerais vraiment vivement de réfléchir aux spécialités dans lesquelles l'enfant est le plus à l'aise. Ça veut dire qu'il y a quand même une appétence ou un confort dans les apprentissages là où on est le plus à l'aise. Tant pis si on ne sait pas le métier qu'on veut faire après. Parfois, on commence par être à l'aise dans quelque chose et petit à petit se dégage l'idée d'un métier et de la formation qui va aller avec. Mais on n'est pas obligé de savoir, vous savez, quand on regarde en décembre ce qu'ils remplissent comme fiche préparatoire à l'orientation en terminale, on leur demande de comment ils se représentent dans 10 ans. Ben, je peux vous dire que c'est pas triste à lire. Hein. Voilà. Donc, il n'y a aucune gravité là-dedans. Ils sont ados. Vous l'avez très bien dit, Mme Delvin. Donc, je pense que nous, on a l'habitude de travailler avec cette, comment dire, ce modelage progressif, cette construction qui demande du temps. Il n'y a pas de souci, vraiment. Le souci qu'on peut avoir, c'est des élèves qui ne veulent pas réfléchir à ça. Ça c'est plus ennuyeux. Qui, en gros, font un raccourci et disent, voilà, ils veulent rester en première générale, en voie générale, mais ils ne savent pas pourquoi. Et s'ils ne sont pas à l'aise dans les résultats de seconde, ça pour nous, c'est un problème. C'est quand même qu'il y a d'autres parcours de réussite plutôt que de tenir absolument à aller en voie générale comme si c'était la meilleure voie du monde, quand les enseignements généraux sont compliqués déjà en seconde, j'alerte un peu les parents là-dessus. C'est peut-être d'ouvrir un peu nos représentations et de dire il y a beaucoup de voies de réussite, que ce soit la voie technologique, la voie professionnelle, quels que soient les parcours. Et je dirais même qu'il y a des compétences qu'on n'évalue pas à l'école et qui existent et qui sont aussi à mettre en valeur et peut-être à exploiter dans un dossier Parcoursup, par exemple, des choses qu'on n'a pas vraiment évaluées en première ou en terminale. Oui, là, je pense que c'est important de donner ce conseil aussi aux parents, c'est-à-dire de sortir du scolaire pur hein, et de valoriser. Et on sait que de plus en plus de formations post-bac le font. Valoriser les notions d'engagement, que ce soit dans le cadre du CVL ou autre chose, enfin voilà, tout type le sport, l'engagement, voilà. Et par ailleurs, je voulais juste pointer, parce que je l'ai indiqué dans le fil de la conversation, on avait fait une séquence sur la voie technologique qui était vraiment hyper inspirante. Alors, elle n'apportait pas toutes les réponses précises à tout, mais en revanche, elle était quand même très intéressante pour les parents, me semble-t-il, en termes de décloisonnement, ouverture des chakras par rapport à ces voies de réussite, en fait. Donc, Madame Bonal, je voudrais vous donner peut-être un tout petit moment pour finir, parce que je voudrais que Madame Tardivelle ait le temps de pouvoir nous donner un peu des éléments sur la régulation académique. Alors, juste, Marie-Claude, dans les questions, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, à savoir que quand les familles se positionnent sur 4 spécialités, alors qu'il y en a 3, je crois que tu l'as expliqué tout à l'heure. Donc, vous voulez que je le répète? En fait, c'était il y a Cécile. C'est normal qu'il y ait 4 spécialités. Oui, c'est l'idée que qui seront retenues. Voilà, c'est l'idée qu'au 2e trimestre, le ministère avait prévu que les parents pouvaient être encore dans l'incertitude avec leurs enfants et que du coup, il y avait une marge d'une spécialité supplémentaire et avec 3 mois encore pour réfléchir, pour arriver pour passer de 4 à 3 au 3e trimestre. Qu'est-ce que voulais vous dire vous avez cité, Mme Delvin, le recours à Parcoursup. Les parents là, aiment bien ce type de repères pour voir les attendus.
Moi, je dirais pas de stress, surtout si on ne sait pas ce que l'enfant veut faire après. C'est plutôt de trouver des voies où il va être un peu naturellement à l'aise, où il va du coup pouvoir mieux se réaliser, mieux réussir, sachant quand même que c'est 4 heures par spécialité par semaine en première, mais ça devient 6 heures par semaine en terminale. Donc, vous imaginez que l'enfant qui n'est pas à la bonne place, il est quand même très mal, beaucoup de temps dans sa semaine. Le droit à l'erreur, vous m'avez incité à en parler. Pour nous, c'est clair, on a tous les ans sur 300 élèves, j'arrondis entre 280 et 320 chaque année chez nous. On a une dizaine d'élèves qui demandent à ajuster entre septembre et octobre parce qu'ils se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient. Alors, bien sûr, l'enjeu, c'est mieux de pas se tromper, bien sûr, mais il faut pas attendre très longtemps pour changer. Pourquoi? Parce que quand je viens de vous dire 4 heures par semaine, si vous attendez le mois de novembre ou le mois de décembre, vous ratez. L'enfant qui change de spécialité, en décembre, il lui manque toutes les semaines, fois 4 semaines, par rapport aux autres. Donc, il faut quand même pas mettre très longtemps à se rendre compte que ça va pas, prendre un rendez-vous avec le proviseur ou le proviseur adjoint qui s'occupe de cela. Voilà, il y a un droit à l'erreur pour moi en première. Septembre-octobre, c'est quand même réalisable. Après, ça peut impliquer, il faut le savoir, des changements de groupe. Donc, des changements de groupe et peut-être pas qu'en spécialité, peut-être en langue, peut-être en autre chose. Changement de classe, pour dire vite, même si la notion de classe n'a pas bien de sens. Voilà, c'est surtout pas rester seul, demander conseil aux professeurs principaux, aux psychologues de l'éducation nationale, et regarder les commentaires qu'on vous fait sur les bulletins par rapport aux vœux que vous avez demandés. En principe, on argumente par écrit quand on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, c'est du conseil. Merci beaucoup. Voilà. Madame Tardivelle. Oui, bah écoutez, beaucoup de choses ont été dites essentielles, hein, donc moi je vais plutôt intervenir sur le côté réglementaire, mais ce que je voudrais dire tout de suite, vous l'avez signalé aussi, hein, Madame Jacob, c'est que depuis la mise en place de cette réforme, donc il y a eu un peu d'angoisse au début, c'est normal parce qu'il y a toujours une période un petit peu de questionnement et puis c'est nouveau, hein, donc il faut que tout le monde s'habitue. Donc moi en tant qu'inspectrice de l'information et de l'orientation, je vois bien que ça s'est énormément apaisé, hein, et puis que cette nouvelle filière générale, ça y est, elle rentre dans les habitudes. Je suis beaucoup moins sollicitée comme inspectrice qu'au lancement de cette filière générale en 2019. Alors, simplement, Marie-Claude Bonal l'a précisé, hein, il y a tout un dialogue qui est donc en cours avec les familles dans les établissements, puisque effectivement, le choix des spécialités, le choix revient aux familles. Hein, voilà, c'est-à-dire que ça ne peut pas être imposé à l'issue d'un conseil de classe ou autre. Donc, ça impose qu'il y ait un dialogue très en amont, hein, puisque ce sont des choix personnels, donc personne ne peut les modifier. Alors, la confusion qu'il y a eu au départ, quand cette réforme de la filière générale est partie, on a cru que tout était possible partout. Hein. Alors effectivement, ça n'est pas le cas. Il y a des enseignements rares qui existent dans certains établissements, mais ce ne sont pas des enseignements qui vont cristalliser les angoisses des parents. Hein. Je crois que ce qu'a expliqué Marie-Claude Bonal, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choix qui sont proposés, beaucoup d'enseignements, de combinaisons qui sont proposés dans les établissements, hein, puisque Marie-Claude, tu nous avais dit qu'il y avait donc plus d'une centaine de combinaisons possibles. Oui. Donc, voilà, ce qui fait que finalement, élèves et familles s'y retrouvent. Alors, malgré tout, en fin d'année, on fait quand même une commission, qu'on appelle de régulation à l'entrée en première générale, c'est-à-dire que des familles peuvent effectivement faire la demande d'un changement d'établissement pour avoir un enseignement de spécialité qui n'existe pas dans l'établissement d'origine. Mais attention,
les textes sont très précis là-dessus, hein, c'est-à-dire que ce changement, il est exceptionnel. Effectivement, donc les intervenantes précédentes l'ont dit, hein, ça n'est pas du tout quelque chose qui justifie une dérogation, c'est-à-dire qu'en fait, dans les textes officiels, il est bien précisé qu'une fois que dans l'établissement, les élèves se sont inscrits, nous, c'est ce qu'on appelle les montants. Hein. Donc, s'il reste des places vacantes, ces places vacantes, elles sont ouvertes à l'extérieur. Mais également, dans l'ouverture à l'extérieur, on a des règles de priorité qui sont des règles nationales, qui sont inscrites dans le Code de l'éducation. Hein. À savoir, donc, sur les ordres de priorité, on va avoir les emménagements, c'est-à-dire les personnes qui arrivent. Hein, la vie les conduit à bouger professionnellement ou pour des tas de raisons. Et donc, l'ADSDEN, le service de scolarité donc de l'ADSDEN ou de l'inspection académique, ou au niveau de l'académie, au niveau du rectorat, la famille demande une place en établissement scolaire. Donc, ces jeunes donc, sont en tête donc, pour les inscriptions dans les établissements, parce qu'en fait, ce sont des élèves qui arrivent sur un secteur, leur secteur. Ensuite, vous avez aussi des élèves qui relèvent d'un dossier médical, par exemple, qui ont absolument besoin d'être à proximité d'un lieu de soins ou autre. Après, vous avez aussi, pour un souci de mixité, donc des élèves boursiers. Ensuite, vous avez aussi les fratries. Donc, on a toute une série comme ça, tout un tableau de priorités qui va nous permettre donc de prioriser donc les demandes des familles par rapport aux places qui sont vacantes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la commission de régulation la plus importante qu'on ait eue, pour illustrer, dans le Vaucluse, nous avons eu 25 demandes à traiter. Donc, vous voyez que c'est pas le bout du monde. Et on réunit les chefs d'établissement. Alors, on est obligé de le faire en toute fin d'année scolaire parce qu'on attend que les élèves des lycées d'origine soient inscrits. On attend que toutes les inscriptions soient confirmées pour avoir vraiment les places vacantes. Et à ce moment-là, on réunit les chefs d'établissement dans un établissement scolaire. Et avec également d'ailleurs la participation des directrices de CEIO, et on étudie chaque demande et on essaye de satisfaire autant que possible. Alors, où le puzzle est un petit peu compliqué, c'est que les familles vont chercher à avoir un enseignement de spécialité, mais qui va s'inscrire dans une triplette. Et il faut avoir de la place dans la triplette complète. Voilà. Donc, c'est un petit peu le puzzle, mais je rassure. C'est une commission, je vous dis, le maximum qu'on a eu, c'était 25 demandes à étudier. L'objectif, c'est d'essayer de toute façon de satisfaire au maximum la famille. Donc, parfois, on va même proposer un autre établissement que celui qui est demandé parce qu'il y a des places vacantes. On essaye d'harmoniser. Il nous arrive même d'appeler directement depuis la commission qui étudie les dossiers. Voilà. Madame Tardivelle, du coup, ça répond un petit peu, en partie, mais je voudrais reformuler à la question d'Olivier qui dit « L'une des 4 spécialités choisies par mon fils n'est pas enseignée dans son établissement. Le conseil de classe va-t-il émettre un conseil sur cette spécialité ?» Donc, j'imagine que ça, c'est le travail de dialogue, finalement, entre la famille et l'établissement. Est-ce que s'il maintient son choix de cette 4e spécialité en disant « oui, mais moi, c'est vraiment ma spécialité de cœur, c'est le truc que je voudrais… qui est, si je puis dire, non négociable. Tout est toujours négociable dans la vie. Mais finalement, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Ça veut dire que le chef d'établissement pourra le pousser en commission. Et puis après, il y a un arbitrage, c'est possible ou pas. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça la réponse finalement qu'on peut faire? En fait, effectivement, l'élève, il aura toute sa place dans son lycée actuel. De toute façon, il est prévu. Après, le dossier peut être proposé en commission de régulation, mais uniquement s'il y a des places laissées vacantes par le lycée qui propose l'enseignement de spécialité qui intéresse l'élève. Bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez, je suis assez claire. Est-ce que c'est clair, Olivier, pour vous? Je pense qu'on a répondu. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Mais s'il n'y a pas de place, il n'y aura pas de possibilité d'intégrer. Voilà. D'accord? Ça, c'est très clair. Moi, je voudrais dire que il y a quand même une nuance dans les établissements, c'est que si la question se pose là de demander quelque chose qui n'est pas dans une triplette aussi.
une triplette offerte par l'établissement. On a quand même beaucoup travaillé et on a fait évoluer l'offre de formation sur les années qui ont passé. Dernièrement, j'ai eu un parent justement lors d'une réunion qui m'a dit « Mais Mme Baudal, je voudrais vraiment, mon enfant voudrait vraiment autre chose que ce que vous offrez. » Et j'ai eu une discussion sur la cohérence de ce que me demandait cette jeune fille. En fait, au bout d'un moment, si vous voulez, moi je renvoie, c'est pas le tout de réclamer un catalogue plus large, c'est de regarder si ce que l'enfant veut, c'est bien cohérent pour le supérieur. Moi, quand on me demande, j'ai noté un exemple, sciences éco, NSI et physique-chimie, je sais qu'il n'y a aucune cohérence pour le supérieur. C'est-à-dire que chacune a un intérêt, bien sûr, mais pour faire des sciences éco, on va vous demander à côté autre chose que NSI et physique. Si on veut faire une classe prépa avec physique, il va manquer des maths. Si on veut faire NSI, il va manquer les sciences éco et la physique ne vont pas être directement utiles. Donc, ce que je renvoie quand l'élève ne trouve pas dans l'offre de formation ce qu'il voudrait, c'est de bien réfléchir si ce qu'il demande, c'est cohérent. Oui, ben voilà, c'est le dialogue. Hein. Oui. Alors, en même temps, il faut savoir qu'on accepte quand même aussi des élèves. Hein. On ne va pas tout fermer. Oh, ben bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est faisable, c'est pour ça qu'on réunit les chefs d'établissement, parce qu'on étudie tous ensemble les dossiers et on voit dans quelle mesure on peut satisfaire donc, le jeune dans son parcours. Moi, est-ce que je peux revenir sur la question des mathématiques? Je vois que Hervé, là, qui nous écrit, demande si l'élève ne choisit pas les maths parmi les 3 spécialités en première, pourquoi n'aura-t-il aucune possibilité de faire la moindre heure de mathématiques en terminale? Eh bien, tout simplement parce que les enseignements de première sont utiles pour ceux de terminale. Donc, si on saute une année, il y aurait quand même un problème de contenu. Alors là, j'invite vraiment les parents à réfléchir sur la chose suivante. À la rentrée prochaine, ce sera la première année que les mathématiques vont se positionner à raison d'1h30 dans la partie des enseignements obligatoires. Mais ne sera obligatoire à cet endroit-là à raison d'1h30 que ceux qui ne le prendront pas comme spécialité à 4 heures. D'accord ? Donc, il va falloir choisir là et réfléchir en matière de parcours après l'année de première et dans le supérieur, si un enseignement, on va dire, simple, d'une culture mathématique de base, à raison d'1h30 en première, suffit pour le projet post-bac. Et là, je pense qu'il faut bien réfléchir que le contenu pédagogique à raison de 4 heures par semaine n'a rien à voir avec celui d'1h30 par semaine. Alors, ce qui nous a été dit, ce qui est annoncé, c'est qu'en terminale, à la suite de cette première, là, qui va déboucher en septembre 2023, les élèves qui auront pris la spécialité maths en première et ceux qui n'auront pris que 1h30, c'est-à-dire pas la spécialité, auront tous la possibilité de prendre l'enseignement optionnel en terminale qui s'appelle, optionnel, vous avez bien entendu, c'est pas obligatoire, qui s'appelle maths complémentaires, avec une difficulté pour les enseignants de mélanger 2 publics, ceux qui auront eu la spécialité 4 heures et ceux qui n'auront eu que l'enseignement commun d'1h30 de maths. Je ne sais pas si je réponds bien à Hervé, mais pour moi, on ne peut pas apprendre un enseignement en terminale si on ne l'a pas du tout suivi en première. Ça me paraît assez facile. Alors, Marie-Claude, entre-temps, en fait, Hervé poursuit la discussion et c'est vrai que c'est pas facile de parler en même temps qu'on peut lire, puisqu'il dit, mais en fait, voilà, en l'occurrence, l'élève a pris les 2 heures de maths en option première, donc il n'y a pas vraiment de discontinuité. Je pense que peut-être au-delà du cas particulier qui est un peu spécifique, moi j'entends le sujet enfin, de toute façon, ce sujet sur les maths, d'autant plus que ça devient, enfin voilà, c'est en train de réinvestir les cursus, donc finalement la
les paroles qu'on va pouvoir avoir, elles vont être très très vite démodées d'une certaine façon et elles sont pas très pérennes. Donc, je suis pas sûre que ça soit opportun dans ce cadre-là. Il y a beaucoup de sujets finalement et de questions qui reviennent et qui se disent comment est-ce qu'on sait si cette triplette elle est cohérente? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne triplette? Est-ce que de la danse avec des maths et de la SVT pour un parcours santé ou un parcours psycho, est-ce que c'est un parcours cohérent? Finalement, il y a au moins 4 ou 5 questions sur cet aspect de la cohérence. Et là, pour le coup, il me semble il y a peut-être un conseil plutôt que des cas particuliers, parce que finalement, ça nécessiterait une vraie conversation avec chacun d'entre vous. Et là, je pense que Marie, peut-être il faut renvoyer vers les ressources et l'équipe pédagogique sur cette affaire de la cohérence. Tout à fait, parce qu'en fait, finalement, c'est la question, c'est si je reprends spécialité danse, maths, SVT, c'est quels sont les attendus en parcours santé ou psycho, par exemple. Donc déjà, allez voir dans Parcoursup, ils vont vous donner des indications. Et puis, il y a aussi le fait si la danse, c'est quelque chose qui permet à l'enfant de s'épanouir, d'être bien, d'être un lycéen ou une lycéenne bien dans ses baskets, c'est aussi important pour son évolution. Donc, là, on arrive sur de la dentelle individuelle et c'est compliqué de faire ça. Enfin, c'est pas possible de faire ça dans une visio comme ça. Mais justement, n'hésitez pas à aller regarder les ressources et à revenir vers quelqu'un, directement face à face pour pouvoir justement faire des choix qui soient les plus justes au moment, avec les moyens que vous avez à ce moment-là. Et là encore, on revient parce qu'il y a aussi beaucoup de questions sur la stratégie. L'objectif, c'est pas simplement de faire un choix. Et je mesure la difficulté, parce que en tant que parent, je sais très bien que parfois, quand justement on n'arrive pas à avoir un dialogue constructif, et Dieu sait si c'est souvent le cas, et ça peut être le cas à un moment de l'année, puis ne plus être le cas plus tard. Donc, il faut continuer à essayer. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs remarques en mode, est-ce que finalement, quel est le choix le plus ouvert? Un peu ce qui était l'ancienne S auparavant, c'est-à-dire qui permettait tout. Mais en fait, ça n'existe plus tout à fait comme ça. Et par ailleurs, le système des coefficients fait que ça peut être très dangereux d'adopter ce type de stratégie parce que finalement, vous risquez de mettre votre enfant en difficulté avec beaucoup d'heures et beaucoup de coefficients sur des choses très costaudes. Et s'il n'a pas le goût pour ça, il faut arriver à… Et je rebondis, en indiquant également qu'en plus… il y a aussi toute la partie en dehors de ce qui se passe en dehors du scolaire, avec les appréciations, miser tout sur se dire on va prendre une triplette bien connue, comme ça tout sera ouvert. Non, à condition d'être bon partout et surtout dans les spécialités. Donc ça reste quand même la question de qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on a envie dans lequel on s'épanouit, comme le disait Madame Bonal, c'est important parce que cette question, on va la retrouver en terminale. Donc, c'est bien de se la poser en première. Alors, si je peux me permettre de compléter, qui plus est, avoir la triplette qui ouvre le plus de possibilités post-bac, c'est un peu la question qu'on avait aussi auparavant avec les anciennes filières bac scientifique qui ouvrent toutes les portes. Ça, c'est vraiment une angoisse de parents et je suis mère de famille, donc je sais ce que c'est puisque j'ai accompagné 2 enfants. Mais les études montrent également que beaucoup d'élèves ne poursuivent pas dans le supérieur, dans le domaine scientifique, parce qu'en fait, les élèves sont écœurés. Donc, je crois que… Alors, je comprends l'angoisse pour ne pas se fermer des portes et avoir un maximum d'ouverture, mais il faut trouver un bon équilibre parce qu'il faut aussi laisser les élèves aller vers ce qu'ils aiment et vers les matières dans lesquelles ils réussissent, parce qu'à tous les coups, c'est aussi… dans ces matières qu'ils auront envie de continuer. On a beaucoup de jeunes avec un profil scientifique qui se détournent. Et à un moment donné, c'était même un souci, parce qu'on n'avait quasiment plus assez d'étudiants dans le supérieur, dans certaines filières scientifiques, maths pures, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a une stratégie à avoir, mais il faut entendre aussi les goûts du jeune, les goûts de votre fils ou de votre fille, parce que de toute façon, on va vers ce qu'on aime. Voilà. Je crois qu'on a…
J'adhère complètement. Ben oui. Et je le répète, je suis mère de famille, j'en ai accompagné 2. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit aussi des élèves qui sont en très grande souffrance en terminale à supporter des choses qu'ils ont demandées justement par idée avec l'idée qu'ils se coinçaient en rien en prenant ça, sauf que les difficultés de contenu saturent à un moment. Et ils se trouvent avec des résultats fragiles, pour pas dire insuffisants parfois, et avec du coup des effets sur Parcoursup qui ne sont pas du meilleur aloi, quoi. Hein. Il y a quand même des risques majeurs, et qu'ils ne soient pas bien pendant 2 ans, et ensuite que ça serve pas correctement à un projet Parcoursup, parce qu'ils vont sortir en concurrence sur parfois des places limitées. Avec des dossiers beaucoup moins bons que s'ils avaient choisi une voie où ils auraient été plus à l'aise. En gros, le rapport qualité-prix ou coût, le coût humain pour ce genre de positionnement un peu par devoir, avec l'idée je reste le plus ouvert, je prends pas de risque, mais en fait le risque il va se découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, quoi. Et je vous rejoins en disant également que l'enseignement supérieur s'ouvre aussi à d'autres profils et voilà, on va avoir des écoles d'ingénieurs qui s'ouvrent au profil littéraire, on va avoir des spécialités ou des colorations qui sont un petit peu différentes, et surtout ils regardent l'autonomie, ils vont regarder la façon dont l'élève s'inscrit dans la vie. S'il est en souffrance, voilà, ça ouvre moins de respiration quand même. Est-ce qu'on peut répondre à une question là, sans dire le nom? Il y a quelqu'un qui demande, je le fais même, Jacob. Alors allez-y. Il y a quelqu'un qui demande si, parce qu'on prend maths en première, ça oblige à prendre de l'enseignement physique en terminale. Ben, en fait, si on prend l'enseignement physique, il est dans l'enseignement scientifique, il fait partie des enseignements obligatoires de première et de terminale. Donc, si par hasard votre fils il cherche à éviter la physique, ça va être dommage parce qu'en première générale, c'est pas possible. C'est pas beaucoup, c'est 1 heure de SVT, 1 heure de physique en principe en enseignement scientifique, ce à quoi il faut ajouter 1h30 de maths pour ceux qui ne le prennent pas comme spécialité. Donc, il faut quand même se dire, et c'est quelque chose que je fais passer beaucoup en seconde, puisque j'ai la charge des secondes complètes, toutes les classes de seconde, je fais bien passer le message qu'en seconde, c'est pas parce qu'on sait qu'on va prendre des spécialités dites sciences humaines qu'on peut se permettre de ne plus rien faire dans les enseignements scientifiques. Ce n'est pas une bonne idée. Et puis, il y a quelqu'un qui demande si est-ce que c'est obligé de faire des vœux par EduConnect? Pas du tout, ça dépend des établissements. Par contre, vous êtes un peu obligé de vous plier à la façon de fonctionner de l'établissement. C'est-à-dire, s'il y a EduConnect dans votre établissement, il faut le faire par ce canal. Et s'il n'y a pas EduConnect dans cet établissement, eh ben, vous n'aurez pas à le faire dans EduConnect. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je peux dire aussi sur les enseignements de spécialité, quand on est dans une ville qui le permet, il y a des enseignements de spécialité qui sont mutualisés, hein, justement. Hein. C'est le cas, par exemple, sur la ville d'Avignon, parce que les élèves peuvent bouger d'un établissement à l'autre. Là aussi, c'est pour ouvrir l'éventail de l'offre des enseignements de spécialité auprès des jeunes et des familles. Les enseignements de spécialité mutualisés, on en trouve pas mal. Bien, bah écoutez, je propose que nous terminions ce webinaire. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps sur ces sujets. Merci à tous, merci à vous les parents, merci à nos intervenants pour leur temps et la qualité de leur complémentarité et de leurs angles. Et puis à très bientôt pour le prochain webinaire qui concerne l'alternance. Voilà. Et je vous invite de toute façon à éventuellement revenir sur les précédents parce qu'il y a des ressources, notamment donc sur cette partie voie techno. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.